Alors merci de me donner l'occasion de venir discuter avec vous de ces sujets-là. Alors ce sont des sujets que j'ai découverts moi-même il n'y a pas très très longtemps. Quand je dis il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années seulement. Quand j'ai découvert, c'est parce que ce sont des sujets auxquels on est évidemment habitué, sensibilisé. La question de l'altérité, la question du racisme, ça fait maintenant quelques années qu'il y a des débats politiques principalement, des batailles, des enjeux. Mais j'ai été, moi, interpellé par la surprésence de cette thématique dans le monde politique. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des débats. Ça ne veut pas dire que les choses se passent bien, que les choses sont réglées, mais il y a des débats sur ces questions. Et par contre, il y a peu de travaux dans le monde scientifique sur ces questions. Quand je dis il y a peu de travaux, très peu de sociologues. C'est plus le cas de philosophes. André Kohlberg a travaillé sur ces questions. Je crois que c'était un des premiers avec quelques-uns de ses amis à travailler sur ces questions de racisme. Mais sinon, globalement, ce sont des sujets qui sont sous-traités dans les sciences sociales européennes, principalement d'ailleurs en France, en grande partie. C'est des sujets qui sont un peu plus travaillés aux États-Unis, en Angleterre, et beaucoup moins dans notre pays. Alors c'est intéressant de partir sur ce constat, pourquoi ces sujets font plus l'objet de débats politiques et moins l'objet de démonstrations scientifiques, qui sont deux pôles différents. Le débat politique, c'est la bataille, c'est le combat, ce sont des choses sur lesquelles on va revendiquer. L'aspect scientifique, c'est l'enjeu de démontrer quelque chose, de mettre en évidence, d'objectiver des discours politiques, de démontrer scientifiquement est-ce que c'est tenable, est-ce que ça existe, de quelle manière ou pas. Et là-dessus, il y a très peu de travaux. Alors quand on prend la question du racisme, évidemment, aujourd'hui, lorsqu'on pense à cela, on pense principalement au racisme sur la question des migrants, des maghrébins, ainsi de suite. Et je dirais que c'est le racisme qui est débattu aujourd'hui le plus. Et d'autres formes de racisme qui sont un peu plus anciennes sont peu débattues. Je pense notamment au racisme anti-noir et à l'antisémitisme, même s'il revient dans les débats, en réalité, il y a encore peu de travaux aujourd'hui, il y a peu de travaux sur, non pas l'antisémitisme dans sa forme historique ou le racisme anti-noir dans sa forme historique, mais l'antisémitisme, le racisme anti-noir dans sa forme contemporaine aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'en est-il? On a des débats sur ces questions. Alors, tout le monde est au fait de l'esclavage, tout le monde est au fait de la Shoah, mais on a l'idée que ces éléments-là appartiennent à l'histoire. Et on est souvent dans la commémoration. On va commémorer la Shoah, on va commémorer l'esclavage, mais avec l'idée que tout cela est derrière nous. Et quand on a l'impression que tout cela n'est pas derrière nous, on a tendance à décentrer géographiquement ces débats. Pour nous, le racisme anti-noir, c'est les États-Unis, c'est Trump, c'est principalement les lois raciales aux États-Unis. On a l'impression qu'en France, globalement, en Europe, cette question elle est moins pertinente que sur le continent américain. Or, lorsqu'on regarde l'histoire de la France, notamment, et en grande partie l'histoire de la Méditerranée, la question noire est née dans cet espace-là. Et quand je dis la question noire, c'est le racisme anti-noir, et je dirais même un peu plus au-delà, la couleur noire est née dans l'espace méditerranéen. Et c'est sur ça que je souhaiterais un peu discuter avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire comment, à travers une population, on a créé une forme d'altérité radicale. Comment les Noirs sont devenus une forme d'altérité radicale, à la fois pour une partie des Européens, mais pas seulement pour le monde arabo-musulman, tel qu'on l'appelle, on appelle les terres d'islam. La question noire a été une question importante, sous-traitée, et qui reste globalement invisible. Quand je dis invisible, elle est impensée scientifiquement. Donc pour répondre à cela, je ne me suis pas attelé à faire un travail de philosophie qui est très bien fait par les philosophes, ni un travail d'histoire qui reste encore à faire en grande partie, même si on a encore quelques historiens en France qui ont fait un excellent travail. Je pense à Catherine Kokry-Vidrovitch, qui a été à l'origine de cet documentaire qui est passé sur Arte, Les routes de l'esclavage. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Les routes de l'esclavage se sont en grande partie basées sur les travaux de Catherine Vidrovitch, qui est une historienne française et qui travaille sur ces questions maintenant depuis plus de 30 ans et qui a fait d'excellents travaux. Sinon, dès que l'on cherche des travaux en termes d'histoire, il faut les chercher aux États-Unis principalement. Et quand je dis aux États-Unis, chez les minorités noires américaines. On trouvera des historiens, des philosophes qui ont travaillé sur ces questions, y compris sur un espace qui est le nôtre, sur l'espace méditerranéen. Je pense à des gens comme Sharp, ça s'écrit S-H-A-R-P-E. Je pense à des gens comme Jenna Lloyd, des gens comme ça qui ont travaillé sur la question. Et puis les historiques, la bande à Luther King, notamment James Baldwin,
qui a été un romancier connu, qui a beaucoup vécu en France principalement. Ses romans ont été publiés à Paris parce qu'il était à l'époque des lois raciales et il ne pouvait pas travailler aux États-Unis. Donc je n'ai pas travaillé sur cet aspect, moi je me suis concentré sur des populations en suivant une partie des populations subsahariennes qui partent d'Afrique noire et qui remontent via le Maroc, l'Espagne et la France. Et de voir à travers ces routes migratoires actuelles, il ne s'agit pas de faits historiques, comment se passait là l'esclavage, comment la colonisation continue à peser sur la vie d'une partie de cette population et de quelle manière elle pèse. Et avec l'idée, l'esclavage, évidemment qu'il n'existe plus, quoique ces derniers temps on a vu qu'il a été remis à l'ordre du jour en Libye, dans des pays proches de nous, parce que l'esclavage existe, au Yémen, en Arabie Saoudite, dans les pays du Proche Moyen-Orient, ceux avec qui on a beaucoup d'alliances aujourd'hui en France, l'esclavage est quasiment quelque chose de pratiqué de manière notoire, même si il ne s'agit pas du même esclavage qu'on connaît de l'époque de la traite négrière. Donc j'ai suivi un groupe simplement de subsahariens qui sont remontés, comme je l'ai dit, du Maroc, l'Espagne, la France, et en suivant ce groupe-là, j'ai suivi une partie de ces jeunes, une partie de ces populations, à la fois dans leur journée, dans les situations de travail, dans leur lieu d'habitat, et j'ai passé plusieurs mois à les suivre, ces groupes-là, pour établir ce travail d'observation. Donc c'est un travail qui est basé sur une observation empirique. Alors, j'ai suivi ces gens-là quotidiennement, j'ai fait des entretiens avec eux, une partie, certains je les ai vus plusieurs fois. Alors, je les ai vus une première fois au Maroc, je les ai retrouvés pour d'autres en Espagne, ensuite pour certains, ceux qui ont eu la chance de passer et d'arriver en France. Donc j'ai réussi à suivre une partie d'entre eux sur ces dernières années et j'ai pu suivre avec eux leur cheminement, leur mode de vie, les obstacles qu'ils rencontrent et puis surtout leur altérisation radicale, parce que ce terme, évidemment, il vient après ces mois d'observation, il n'est pas venu avant, je ne suis pas parti avec l'idée qu'ils étaient altérisés, c'est un résultat, c'est-à-dire que c'est en les suivant pendant plusieurs mois qu'on se rend compte que ces personnes ou que ces populations subissent une violence qui n'est pas symbolique, je ne parle pas simplement de représentation, cette violence, elle est inscrite dans les corps par la suite, extrêmement forte, extrêmement importante, et que cette violence-là, on a beau la voir dans les images, elle nous reste quand même quelque chose qu'on tient à distance. C'est-à-dire qu'elle ne nous touche pas parce qu'on s'est habitué quelque part à ces bateaux qui coulent, à ces gens qui meurent. Quand je dis on s'est habitué, évidemment, je ne pense pas aux uns et aux autres, je pense socialement, globalement. Les images, elles circulent et quelque part, on fait avec et on arrive à des situations où on a plus de 33 000 morts en Méditerranée depuis 2013. Vous voyez, 33 000 morts, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer avec vous, c'est une ville moyenne française. Alors c'est une ville entière qui disparaît. Et quand on est sur 33 000 morts, il s'agit de statistiques certainement sous-estimées parce qu'on ne retrouve pas tout le monde, les corps dérivent, on ne repêche pas tout le monde. Mais ce n'est pas simplement en Méditerranée, c'est y compris au Proche et au Moyen-Orient. Les Somaliens qui essaient de passer coulent aussi ou sont jetés par-dessus bord. C'est les mers des Caraïbes aussi. Donc on a affaire à quelque chose qui est global avec la question noire, qui n'est pas limitée à la Méditerranée, mais qu'on va retrouver un peu partout. Bon, avant d'entrer dans la description, un peu de travaux que j'ai pu mener, simplement sur cette question de l'esclavage et du racisme tel qu'on peut le voir historiquement. Lorsqu'on regarde historiquement, la couleur noire est née principalement, non pas dans les populations noires, ce n'est pas les noirs qui se sont appelés noirs, ce sont les blancs qui ont, et notamment les populations arabo-musulmanes et européennes qui ont désigné cette couleur de noir. Donc la notion de noir ne vient pas des populations africaines qui se seraient appelées elles-mêmes noires. Et quand on va un peu plus loin, cette question de noir, elle est même inscrite dans les religions monothéistes, les trois, en grande partie. C'est la malédiction de Cham, pour ceux qui ont fait un peu de catéchisme et qui suivent les rois mages. Mais avant cela, la malédiction de Cham, c'est Noé, et le fils de Noé qui faute, et Noé lui lance la malédiction. Et donc, résultat de la malédiction, le fils de Noé fait un enfant noir. Et donc le noir devient l'équivalent de la malédiction de Cham, et donc il devient porteur, la couleur noire devient le résultat de cette malédiction-là. Donc, vous voyez, en termes religieux, on est déjà dans une forme de stigmatisation dans les religions. Alors, on retrouve la même chose dans l'islam, on retrouve la même chose à peu près dans le judaïsme sur cette question de malédiction. Donc on voit que sur les trois religions monothéistes, il y a cet aspect, le rapport au noir est construit. Alors évidemment, les religions ne sont pas toutes suivies. Il y a des gens qui ont dit autre chose. Je pense au monde arabo-musulman. Je le dis parce qu'à chaque fois que j'ai eu ce débat-là, par exemple au Maroc, j'ai eu tout de suite des réticences. Mais non,
l'islam est différent des autres religions, l'esclavage est interdit dans l'islam, dans la Bible aussi, hein, l'esclavage est interdit, on ne connaît pas les mêmes choses. Regardez, nous, on a des grands intellectuels qui ont très vite remis en cause la malédiction de Cham. Je pense à un des grands intellectuels arabo-musulmans qui s'appelle Ibn Khaldoun, qui vivait en 1400 à peu près, qui est un géographe, sociologue, historien, qui a beaucoup travaillé. Et c'était un des premiers à avoir remis en cause la malédiction de Cham, et avec l'idée de dire, mais penser que les Noirs sont noirs parce qu'ils ont péché ou parce qu'ils sont le résultat du péché, c'est une idée aussi. Le fait d'être noir, c'est lié au climat. Et là, on se dit, bon, extraordinaire, ça avance. Et il dit, si vous prenez les gens du Nord, la pigmentation de la peau est différente, les gens du Sud aussi. Donc, il explique que la noirceur ne vient pas d'une malédiction. Et il balaye ça. Mais il poursuit par la suite. Et donc là, les premières pages, on est heureux. On se dit, voilà, on sort de cette malédiction religieuse. On l'explique par le climat et la pigmentation par le climat et de dire, bon, les humains sont déterminés par ce climat-là. Et puis, Ibn Khaldoun poursuit en disant, ceux qui sont noirs vivent dans des climats chauds. Donc jusque-là, c'est très bien, et c'est cette chaleur qui produit la pigmentation. Et il poursuit en disant, d'ailleurs, c'est parce que ces gens vivent dans des climats chauds que leur sang est chaud. Et comme leur sang est chaud, les noirs sont tant inconsistants, ils passent leur temps à danser plutôt qu'à travailler. Et ils ont la préférence pour l'esclavage plutôt que pour d'autres formes de régime, donc on peut les mettre en esclavage. Vous voyez, et donc, un des grands intellectuels arabo-musulmans permet quelque part une forme d'esclavage, et on aura des dérogations dans l'islam qui en réalité vont permettre l'esclavage. On aura, avec cette première dérogation à l'islam, plus de 14 millions d'esclaves prélevés dans le monde africain. Et quand je dis 14 millions, ce sont les estimations qui ont été faites par Tidiane, notamment un des anthropologues africains. 14 millions, principalement des enfants qui ont été déportés pendant évidemment plusieurs siècles. Et les arabo-musulmans pratiquaient l'émasculation de ces jeunes noirs qui arrivaient, donc 80% de mortalité à peu près. Parce que l'émasculation donnait évidemment beaucoup de morts. Et pour quelles raisons ils pratiquaient l'émasculation? L'enjeu, c'était d'éviter tout métissage. Et que faire en sorte qu'il n'y ait pas de mélange entre les Noirs et les autres populations. Donc, et puis c'était une partie des armées eunuques qu'on déployait. Donc là-dessus, le monde arabo-musulman a pratiqué un esclavage massif avant l'esclavage européen. Et c'était un esclavage dit de servitude, mais enfin, on trouvait une bonne partie de l'Irak a été construite par des esclaves noirs. Une bonne partie du Maghreb aussi, les grands chantiers ont été construits par des esclaves noirs, avant même qu'il y ait l'esclavage capitalistique tel que l'Europe va le mettre en place. Et donc, on est dans un esclavage de servitude et qui sera extrêmement important. Et pourquoi je dis cela? Parce que dans le monde arabo-musulman, ça va avoir une importance. C'est-à-dire que le fait d'avoir mis en esclavage les populations noires et de les avoir émasculées, fait que le monde arabo-musulman a pratiqué un esclavage massif, mais a peu de noirs dans les populations arabes. On va en Arabie Saoudite, si ce n'est celles qui sont dans les suds désertiques, au Sahel, dans le sud du Maroc, maintenant là, mais il y a beaucoup moins de noirs en termes de visibilité qu'on peut retrouver en Europe, pour la bonne et simple raison que la mortalité a été extrêmement importante. Donc ça va avoir un poids important dans le rapport entre le monde arabo-musulman et les populations africaines. Et ce rapport est toujours présent aujourd'hui, à la fois dans les vestiges, mais dans les rapports sociaux, et j'y reviendrai. Donc, deuxième forme d'esclavage qui a été massive, c'est l'esclavage industriel européen, tel que vous l'avez connu, qu'on vous l'a enseigné, cet esclavage. Je dirais que ce qui a été le plus important dans cet esclavage, ce n'est pas simplement le fait d'avoir mis en esclavage une partie des populations africaines, mais c'est y compris le fait d'avoir théorisé l'infériorité raciale. Donc la racialisation naît à cette époque-là. L'idée de race, telle qu'on la connaît aujourd'hui encore, même si depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'est plus sur les mêmes postures, l'idée de race va naître à cette époque-là. L'idée qu'il existerait des races différentes, avec une race supérieure, une race inférieure, va naître avec l'esclavage. Et l'esclavage qui a existé bien avant l'esclavage des Noirs va prendre une couleur à partir de cette période-là. C'est-à-dire qu'on va associer esclavage et noir, parce que le terme de slave ne vient pas de noir, ça vient des esclaves qui viennent des pays de l'Est, des slaves principalement. Mais l'esclavage prendra cette couleur noire à partir de cette époque d'industrialisation massive. Et on va théoriser la racialisation, et cette théorisation de la racialisation, c'est ce qui va permettre de mettre en esclavage quelque part avec bonne conscience. Parce qu'à partir du moment où on va animaliser l'autre, à partir du moment où on va lui retirer sa condition humaine, on peut le mettre en esclavage sans transgresser sa propre morale, puisque ce n'est pas un humain,
Et qu'à partir de là, si on traite de manière inhumaine quelqu'un qui n'est pas humain, moralement, la société est sauve. Socialement, on peut continuer à fonctionner, à se prétendre civilisé, différent. Donc je dirais que ce qui est beaucoup moins étudié sur cet aspect esclavage, ce sont toutes les formes de théorisation qui sont nées de cela. On a beaucoup de descriptions sur la condition, sur comment vivaient les gens, comment ils étaient torturés, comment ils travaillaient. Ça a été un génocide énorme et massif. Mais enfin, on a beaucoup moins de travaux sur la théorisation de l'infériorisation de la race et les deux pôles. C'est-à-dire qu'on a à la fois produit la race inférieure et quand on produit la race inférieure, de fait, par raisonnement inverse, on produit la race supérieure. Donc le blanc et le noir sont nés à cette époque-là. Ce n'est pas simplement le noir. On va faire naître les deux couleurs, le blanc et le noir, à cette période de l'esclavage massif. Et dans cette naissance du blanc et du noir, on va avoir cette dichotomie entre un noir inférieur et puis un blanc de fait qui sera supérieur. Donc quelque part, la race telle qu'on la connaît aujourd'hui, blanc et noir, elle est beaucoup plus ancienne et cette période de l'esclavage, elle est importante. Autre élément qui est extrêmement important dans la naissance de cet esclavage massif, tel qu'il a été mis en place à la fois par le monde arabo-musulman, ensuite par le monde européen, c'est toute la mise en place d'un système industriel de marchandisation de l'humain. Tout à l'heure, Isabelle disait le commerce, ça avance. L'esclavage, ça a été la commercialisation d'êtres humains. C'est-à-dire que ces humains, on en a fait des objets qu'on a transportés comme des marchandises. Quand ces marchandises, on estimait qu'elles étaient périmées, on les jetait par-dessus bord. Vous voyez, quand il y avait problème, on les tuait. C'était des marchandises et rien d'autre. Vous voyez, cette vision-là a fonctionné jusqu'aux années 1930 sur nos territoires. Et quand je dis 1930, c'est-à-dire que c'est né à l'esclavage, en période de l'esclavage, et puis ça continue avec le jardin d'acclimatation à Paris, où on expose des Noirs, on expose des Africains, on expose des sauvages. Donc oui, ça dure très très longtemps. Ça dure en termes d'exposition jusqu'au 1930, même un peu au-delà. Mais dans les consciences, cette racialisation, elle va perdurer jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est quelque part le régime nazi qui a emporté avec lui cette vision de la race supérieure biologique parce que après la Seconde Guerre mondiale, il était difficile de maintenir cette idée de race supérieure. Donc tout cela a été plus ou moins, je dirais, étouffé, mais n'a pas disparu dans nos consciences. L'idée de racialisation, elle est toujours là. On ne peut pas, dans des sociétés, faire disparaître 3, 4, 5 siècles d'histoire d'un coup de baguette magique. Et ça revient d'une manière ou d'une autre. Et donc, je me suis intéressé aux formes de reconversion de ces siècles d'esclavage qui ont été poursuivis par la colonisation et qui ensuite ont été poursuivis par des régimes de loi raciale aux États-Unis jusqu'aux années 60. Afrique du Sud, on l'a tous connu jusqu'aux années 90. Jusqu'aux années 90, on a vécu avec un régime qui séparait Noirs et les autres. Et quand je dis on a vécu, c'est le monde a vécu avec quelque part. Heureusement que les Africains ont défait de l'intérieur ce système, sinon il perdurerait toujours. Ça n'a pas été la pression extérieure, comme on le pense, qui a mis fin à cet élément-là, parce qu'aujourd'hui, dans les archives, on voit bien que tout le monde a continué à commercer avec le régime de l'apartheid à l'époque, y compris la France, qu'on a continué à vendre des armes, qu'on a continué à avoir des marchandises. Donc, quelque part, c'est le peuple africain, le sud-africain lui-même, qui a défait ce système jusqu'aux années 90. Donc, on est sur quelque chose qui a duré et qui a fonctionné pendant plusieurs siècles jusqu'à une époque récente. Et puis, ces 10 dernières années, on redécouvre cette question. Et on redécouvre cette question sur notamment les 2 dernières années du racisme anti-noir avec l'arrivée de Trump aux États-Unis. Alors on dit, c'est aux États-Unis, voyez, le méchant Trump, il est affreux, c'est le pire des pires, ce qui est vrai par ailleurs. Mais enfin, ça nous dédouane quelque part sur le fait que chez nous, ça ne se passe pas différemment. Et quand je dis ça ne se passe pas différemment, la différence, elle va se situer dans les degrés de visibilité de ce type de forme de racialisation. Et donc c'est sur cet aspect de racialisation que j'ai essayé de suivre ces populations. Et on se rend compte, lorsqu'on suit les populations subsahariennes, que le racisme structurel, ce type de racisme structurel, racisme anti-noir, il a des formes de reconversion sociale, c'est-à-dire qu'on est passé à des lois raciales qui ont disparu, à des sociétés qui sont toutes aujourd'hui post-raciales. Il n'y a plus aucune société qui dit les races existent. Et qui dit que les races supérieures et inférieures existent. Et dans le droit international, il n'y a plus de distinction de race non plus. Donc on est vraiment dans une ère post-raciale. En termes de le racisme, il est terminé. Pourtant, il est toujours présent dans nos sociétés. Donc s'il est toujours présent, c'est qu'il est passé des législations, il est passé des lois à des formes de reconversion sociale. Il est passé dans les rapports sociaux.
Et quand il est passé dans les rapports sociaux, ce racisme va moins se nicher dans les lois que dans les interactions sociales qu'on aura au jour le jour. Et ces interactions, ce sont elles aujourd'hui qui nous permettent de tracer ces siècles d'histoire qui vont venir s'enquister dans nos remarques, dans notre manière de voir, dans notre façon de nous comporter par rapport à des populations qu'on estime différentes. Alors évidemment, lorsqu'on fait, nous, une remarque par jour, on a l'impression que si on nous dit votre remarque, elle n'est pas bien, que les gens exagèrent, parce que moi j'en fais une ou deux par jour, je dirais, sur telle ou telle population. Mais si on se place de celui qui les subit, une plus une plus une, ce sont des gens qui subissent ces remarques tous les jours. Et donc ils sont, eux, définis, non pas parce qu'ils souhaitent être, mais définis par les remarques des autres et définis parce que les autres les définissent de telle ou telle manière. D'accord ? Et c'est cela que j'appelle le quotidien, les rapports sociaux au quotidien, les interactions. Et c'est à ça que je me suis intéressé parce que globalement, je vous le dis, il est difficile de sortir et de dire, je lève la main, je suis antisémite, je suis raciste anti-noir, même si de temps en temps ça se passe dans la rue. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Par contre, on peut le pratiquer d'une manière différente et des fois de manière inconsciente, nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas être raciste et puis on peut être porteur de jugements de ce type parce qu'on est nous-mêmes le produit de cette histoire longue, et qu'il est difficile de s'extirper de cette histoire-là. Donc je me suis intéressé à ce processus, comment tout cela se fabrique et comment une population va entrer petit à petit dans l'altérité. Et c'est là l'intérêt de ces publics que j'ai suivis, parce que ce sont des populations qui partent de pays d'Afrique noire, en grande partie subsahariens, et qui arrivent petit à petit dans des pays où ils deviennent minoritaires. Et donc on voit bien la différence et leur altérisation, et on voit comment eux-mêmes, ils deviennent noirs en fait. Et quand j'y deviens noir, c'est le titre de l'article que j'ai écrit, c'est devenir noir. C'est-à-dire que quand ils étaient au Sénégal, au Cameroun, au Mali, les gens, quand ils se lèvent le matin, ils ne se disent pas je suis noir, hein, comme nous tous les matins, vous ne dites pas je suis blanc, je suis blonde, j'ai les cheveux gris, on est ce qu'on est. Par contre, dès qu'on commence à sortir de ce territoire où tous les gens vous ressemblent, où vous êtes parmi les majoritaires, on commence à prendre en compte le fait qu'on est différent et qu'on est minoritaire. Et cette prise en compte, on découvre sa couleur de peau, on découvre sa différence, on découvre sa religion en étant dans la confrontation avec l'altérité que les autres vous font remarquer au fur et à mesure de votre trajectoire. Et c'est en ce sens que le suivi de cette population était intéressant. Donc, en cherchant globalement des outils un peu méthodologiques et théoriques pour pouvoir observer, je n'ai pas trouvé grand-chose en fait. Quand je n'ai pas trouvé, comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de travaux qui nous permettent de penser cela. Et il a fallu les chercher. C'est des auteurs aujourd'hui qui sont à la mode. Et quand je dis qu'ils sont à la mode, parce qu'on les a fait revenir à la mode, des auteurs principalement africains. Je pense à toute l'école de Dakar. Et parmi l'école de Dakar, je pense à un auteur principalement, Achille Mbembe. Et Achille Mbembe, c'est quelqu'un qui a été formé totalement en France, jusqu'en doctorat, qui a été formé en France, qui a fait toutes ses études en France, mais une fois qu'il a obtenu son doctorat brillamment, il n'a trouvé aucun poste en France. Et il n'a pas trouvé de poste en France, donc il n'a pas été embauché dans les universités françaises. Résultat, il a été embauché dans une petite université à l'étranger, à Harvard, et ensuite il a été, je dis ça sous forme de boutade, c'est-à-dire, nous, on ne l'a pas embauché dans une université française, il a été embauché à Harvard, il est passé à Columbia, aujourd'hui il est à Johannesburg. Et ils sont nombreux à être passés par l'école française. Ils ont été formés par l'école française, mais aujourd'hui on les retrouve tous aux États-Unis. Je pense aussi à quelqu'un comme Mamadou Diouf, qui est un des plus grands intellectuels américains, qui est à Columbia. Donc pareil, formés en France aussi. C'est des gens qui ont été formés en France, qui sont francophones, dans le sens, et pour lesquels on n'a pas été capable de les intégrer, on n'aura pas trouvé de poste. Alors aujourd'hui, les recevoir, c'est bankable, comme diraient les jeunes, parce qu'ils nous reviennent d'Harvard. Du coup, on les accueille au Collège de France, on les accueille dans les grandes institutions. Et parmi eux, je ne sais plus si c'est Mamadou Diouf ou Achille Mbembe qui a dit sous forme de boutade, je suis content de revenir dans cette grande institution qui ne m'a pas vu il y a quelques années. Voilà, donc, il avait bien raison. Et Achille Mbembe, dans un des ouvrages qu'il a écrit qui s'appelle Politique de l'inimitié, a théorisé un terme, et il a parlé lui en disant il y a le racisme structurel, celui-là il est visible. Quand des États prennent des lois racistes, on est capable de se rassembler, de dire pour, contre. Quand on a une loi qui produit des différences, on est tous capables de se situer. Par contre, il y a des formes de racisme sur lesquelles il est difficile de prendre position, il est difficile de les rendre visibles. C'est ce qu'il a appelé le nanoracisme. Et par le terme de nanoracisme, il emprunte ce terme aux nouvelles technologies, aux nanotechnologies, avec l'idée de l'infiniment petit. Et il dit c'est cela le plus difficile aujourd'hui. Et sur le nanoracisme,
il va théoriser sur cette question un certain nombre d'éléments en disant le nanoracisme, ce sont toutes ces petites remarques anodines que l'on peut vous faire. Vous voyez, ces remarques au quotidien, ces blagues au détour d'une phrase qui ne veulent pas dire grand-chose, une plaisanterie, une allusion, un lapsus, une blague, un sous-entendu. Et il dit, il faut bien le dire, souvent, ces sous-entendus, ces blagues, ces plaisanteries sont d'une méchanceté voulue, d'une intention malveillante, d'un piétinement, d'un tacle délibéré, d'un obscur désir de stigmatiser et surtout de faire violence, de blesser, d'humilier, de souiller celui que l'on considère comme n'étant pas des nôtres. Voyez, donc ce sont à ces formes-là qu'il s'est intéressé, à toutes les petites formes de blagues, à toutes les petites formes d'insinuation. Comme je le dis, nous pouvons tous être porteurs de cela. Voyez, parce qu'on estime quelque part, parfois c'est inconscient, on ne le voit pas, parfois on estime que ce n'est pas très grave, après tout. Et aujourd'hui, on est dans des débats en disant mais les tabous, on ne peut plus rien dire, le politiquement correct nous interdit, évidemment. Quand c'est vous qui dites, vous vous battez pour dire ce que vous voulez, mais quand c'est vous qui recevez tout ce qui est dit, c'est autre chose. Et donc c'est de ce point de vue-là que je vous invite aujourd'hui à vous placer, non pas de ceux qui disent, mais de ceux qui reçoivent ce qui est dit. Parce que ceux qui disent, comme je le dis, c'est éparpillé, c'est diffus, on ne peut pas s'en rendre compte. Et il m'est arrivé à moi, comme à vous, de faire des remarques malheureuses sans même m'en apercevoir ici ou là. Ces remarques viennent s'agglutiner, s'agglomérer à d'autres remarques que les gens reçoivent. Donc c'est ça l'idée de nanoracisme qu'a mis en place ou qu'a théorisé Achille Mbembe. Il dit, c'est à cela qu'il faut s'intéresser si vous voulez comprendre aujourd'hui les formes de racisme. Et donc l'idée de nanoracisme, pour moi, elle est dans l'idée que l'ensemble des siècles d'esclavage qu'on a connus, quand je dis siècle d'esclavage, ce n'est pas simplement le fait d'avoir fait travailler des gens gratuitement, mais c'est le fait de les avoir pensés inférieurs et de nous être pensés supérieurs, se reconvertis d'une manière ou d'une autre dans ces rapports sociaux, dans ces formes de nanoracisme. Ils se reconvertissent soit de manière bienveillante ou de manière hostile. On peut être raciste de manière bienveillante ou de manière hostile, et je reviens. Donc quand je me suis intéressé à cela, je me suis rendu compte que dans le processus des migrants subsahariens qui partent des pays africains et qui vont traverser, évidemment, tous ces pays avant d'arriver en Europe, il y a un processus qui se met en place dès qu'ils sortent des territoires africains. Et dans ce processus-là, je vous propose sous trois grandes parties. La première partie que j'essaierai d'évoquer avec vous, c'est les formes de singularisation. C'est-à-dire comment on est d'abord singularisé. Vous êtes différent, comment on va pointer votre différence et comment le fait de pointer cette différence va altériser et inférioriser. Parce que le processus d'altérisation ne peut pas aller sans infériorisation. À partir du moment où on dit « tu n'es pas comme moi », dans le « tu n'es pas comme moi », tu es en dessous de moi. D'accord ? Il n'existe pas de processus d'altérisation sans processus de hiérarchisation. D'accord ? À partir du moment où on distingue les autres, c'est qu'on va les hiérarchiser et de voir comment cette singularisation, cette altérisation se passe. Comme je l'ai dit, elle peut se passer sous forme bienveillante comme sous forme hostile. Une fois qu'on a cette altérisation, une fois qu'on a mis à l'index une population, on s'aperçoit que dans ce processus de mise à l'index, il y a une forme de mise sous surveillance de celui qui est différent. Et quand je dis mise sous surveillance, je reviendrai, je ne m'intéresse pas à la mise sous surveillance étatique, policière. D'accord ? C'est la mise sous surveillance sociale. C'est comment on peut tous se transformer en maton du social quelque part, ou en gardien. Voyez, on peut tous un jour ou l'autre s'autosaisir socialement et devenir les gardiens d'un ordre qu'on estime être le nôtre, d'une race qu'on estime être la nôtre, d'une religion qu'on estime être la meilleure que toutes les autres. On peut tous devenir quelque part surveillants des autres à partir du moment où on considère qu'ils ne sont pas comme nous. Et puis une fois qu'on a altérisé, mis sous surveillance, les corps qu'on a altérisés, mis sous surveillance, ce sont des corps qui se retrouvent par la suite à disposition. D'accord ? Une fois qu'on a différencié, une fois qu'on a distingué, arrive la troisième partie, on peut exploiter. Parce que l'exploitation des gens, l'exploitation de ceux à qui on ne demande pas leur avis, elle ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas ce processus-là d'altérisation, de mise sous surveillance et ensuite d'exploitation. Et on retrouve ce processus, c'est le même processus qui fonctionnait quand on lit les travaux d'histoire sur les questions de l'esclavage. Il est toujours valable aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le même processus qu'il y a quelques siècles qu'on va retrouver. Alors, sur la première partie, quand je me suis intéressé, je prendrai quelques exemples parce que j'ai suivi une partie de ces populations, ces jeunes. Lorsqu'ils sortent d'Afrique subsaharienne et qu'ils arrivent pour eux au Maroc, pour une bonne partie. Alors, j'ai suivi le Maroc, mais ces populations arrivent aussi en Algérie,
et en Tunisie, et ce sont les mêmes situations. Alors, difficultés, traitement raciste extrêmement fort de la part des populations, de la police maghrébine et des populations maghrébines, en grande partie. Donc lorsqu'ils arrivent au Maroc, une partie de ces Camerounais, de ces Maliens, de ces Subsahariens ont l'impression qu'ils ne sont pas sortis d'Afrique. Donc pour eux, ils sont encore en Afrique, ce qui est le cas. Vous voyez, le Maghreb, c'est l'Afrique. Et il faut se le rappeler, parce qu'on a cette création encore coloniale qui continue, le Maghreb, c'est l'Afrique. Et donc pour les Sénégalais, pour les Camerounais, pour les Maliens, lorsqu'ils arrivent au Maroc, ils sont encore en Afrique. Et ils sont encore en Afrique, et pour certains, non seulement ils sont en Afrique, mais ils ont plus l'impression d'être co-religionnaires des Marocains. Ils sont musulmans. Les Sénégalais, une partie sont musulmans, donc ils ont l'impression encore d'être chez eux. Et puis là, patatras, ils se découvrent qu'en réalité, très vite, on va leur signifier qu'ils ne sont pas en Afrique et qu'ils ne sont pas comme les autres musulmans. Et cette signification, elle va se passer principalement par des formes d'humour. Et c'est par l'humour que l'altérisation se passe dans un premier temps. Et quand je dis l'humour, ce sont ces manières quotidiennes où le corps noir est convoqué, il devient objet comique. Et quand je dis devient objet comique, ce sont des choses qu'on observe, c'est-à-dire que le noir va être dans un rapport asymétrique avec les non-noirs, dans une forme de familiarité dégradante permanente. Et les premiers subsahariens, dès qu'ils arrivent au Maroc, ils découvrent cette familiarité dégradante. Et quand je dis familiarité dégradante, c'est-à-dire les manières de s'adresser à eux. Et quand je dis la manière de s'adresser à eux, ça serait l'équivalent tutoiement, vouvoiement, aucun vouvoiement. C'est-à-dire aucun vouvoiement dans aucune des situations. Ce sont des populations qui sont systématiquement, qui vont être tutoyées. Mais je dirais que ce n'est pas le plus grave. Ce qu'ils vont affronter dès leur arrivée au Maroc, c'est le fait d'être noir. Et donc là, ce sont les qualifications qui vont être utilisées pour les nommer. Et là, avec la diversité extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent du Mali, du Cameroun, du Ghana, de la Guinée, du Nigeria, du Niger. Et c'est comme si on avait des gens qui venaient de Suède, de France, d'Allemagne, autant de langues différentes. Et ils vont découvrir que toute cette diversité-là va être réduite à un seul terme, celui de noir. Voyez, ils vont être appelés et qualifiés simplement de noirs. Donc, c'est-à-dire que leur identité, leur diversité va faire place à une espèce d'homogénéité. Ils vont entrer dans la condition noire et ils seront appelés par ce terme-là, par différents termes. Dès qu'on arrive au Maroc, alors j'ai relevé tout un florilège de termes qui sont utilisés. Certains sont retenus par les médias, d'autres moins. Mais enfin, lorsqu'on regarde l'ensemble des termes et qu'on en fait un peu une analyse, ce sont des termes qui renvoient au monde animal, pour une partie, au monde des insectes. En grande partie, vous voyez, au Maroc, dans le sud, c'était le terme qui était employé, c'était berhouch. Berhouch, c'est cafard. C'était les cafards pour une partie. Et donc, les interpellations de ce type-là. Un des termes les plus utilisés, c'était le terme de khel. Khel, c'est l'équivalent de nègre. Vous voyez, et on trouve encore dans les pays arabo-musulmans le terme de abd. Abd, ça veut dire esclave, qui est toujours valable. D'ailleurs, une partie des Noirs marocains ont toujours dans leur nom le préfixe de Abd, Nbi, Abd Salim, ainsi de suite. Il y a toujours cette particule-là qui renvoie à leur origine d'esclaves et qui continue à fonctionner. Mais c'est aussi un tas de moqueries qui renvoient à toutes les images que l'on peut avoir. Donc, ce sont les termes type nègre, ce sont les termes aussi qui renvoient au cinéma, au singe. Beaucoup, King Kong, c'était un terme qui revenait souvent. Et pendant l'épisode d'Ebola, une bonne partie des subsahariens étaient appelés dans la région de Tanger par le nom d'Ebola. Vous voyez, quand ils étaient abordés dans la rue, c'était Ebola. Donc là, ils découvrent qu'en réalité, ces termes-là, ce n'est pas employé simplement par quelques-uns, mais ce sont les termes qui vont devenir quotidiens. Vous voyez, vous n'êtes plus sénégalais, vous n'êtes plus mauritanien, vous n'êtes plus camerounais, vous devenez cela, vous devenez cette espèce de noir défini par le référence à l'insecte. Et donc l'ensemble de ces termes-là sont souvent utilisés sans forcément une hostilité. C'est-à-dire que les gens vont avoir cette espèce de paradoxe, vous appelez à la fois du terme de cafard, mais en vous disant de venir. Vous voyez, de manière gentille, ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est incorporé, ce rapport d'infériorisation, il est incorporé comme un rapport tout à fait normal. On n'est pas dans le conflit, on n'est pas dans l'idée vous partez, vous sortez de là, on est dans quelque chose. Je t'appelle quasiment avec un mot doux, gentil, espèce cafard, viens me voir, et l'impression que ce terme-là ne fait pas réagir chez ceux qui l'emploient une forme de prise de conscience que c'est une insulte, que c'est dégradant. Il y a l'idée que c'est presque une normalité. Donc cette forme d'humour, en réalité, est utilisée de manière quasi quotidienne. Et quand j'ai repris les notes de mes observations, je me suis aperçu que l'humour se base sur 3 aspects. Dès qu'on touche aux populations noires, il y a cette manière de qualifier, mais le premier aspect, c'est les cheveux.
Oui, la question des cheveux est régulière dans toutes les blagues, dans toutes les interpellations, dans tous les jeux. Et là, quand on regarde un peu cela, on s'aperçoit qu'en France, en Espagne, dans les pays européens, c'est la même chose. Les petits enfants noirs découvrent leurs cheveux à l'école primaire parce qu'ils deviennent l'objet de moqueries, l'objet de toucher sur les cheveux. Et que donc là, c'est un des éléments par lequel on rentre quelque part, comme dirait Césaire, dans la négritude. Et le cheveu est un élément qui est souvent convoqué. Et là aussi, quand on fait une analyse de toutes les blagues qui sont utilisées, la plupart des blagues renvoient évidemment au monde végétal, au buisson, et ainsi de suite, à tout ce qui est anormal, un cheveu anormal. Et lorsque je me suis intéressé un peu à cela, je me suis rendu compte qu'en France, il y avait un débat, par exemple, sur la question des coiffeurs. Il n'existe pas de produit dans les formations de coiffure telles qu'on les connaît pour les cheveux des populations noires. Il y a très peu de produits. Il faut aller dans les boutiques à Marseille, à Noailles, sénégalaises, pour trouver des produits qui traitent le cheveu noir. Et lorsqu'on s'intéresse à cela, on s'aperçoit qu'il y a un grand débat. Et parmi une des grandes, aujourd'hui, personnes qui est issue, qui a été une coiffeuse parisienne, qui était elle-même d'origine subsaharienne, lorsqu'elle était en formation, elle s'est aperçue que le cheveu noir était présenté comme un problème pathologique. Dans la formation même, c'est-à-dire dans les guides de formation, le cheveu noir était présenté comme le résultat quasiment d'une maladie traitée de cette manière-là, et que c'est le seul paragraphe qui lui était consacré. Donc, oui, les cheveux des noirs, des noirs. Pardon, les cheveux des noirs, pas les cheveux noirs, vous m'avez compris. Et lorsqu'on poursuit cela, on va un peu plus loin en Afrique du Sud, lorsqu'il y a eu un grand débat sur la différence des métis, parce qu'à un moment donné, les Sud-Africains, le régime apartheid, avait décidé de différencier les métis des noirs. C'est ce que Pape Ndiaye appelle le colorisme. On a toujours hiérarchisé. Vous avez le mulâtre, le noir, le créole, ainsi de suite. Donc on a créé ça pendant la colonisation et ça se poursuit. En Afrique du Sud, ils ont poursuivi cela pour différencier les métis des autres. Il y avait le test de ce qu'on appelait le test du peigne dans les commissariats sud-africains. On rentrait et là, on vous mettait un peigne dans les cheveux. Si le peigne tombait au sol, vous étiez métis, le peigne restait coincé, vous étiez considéré comme noir et donc non métis. Voyez, et ça se jouait sur ça. Et donc l'importance de quelque chose qui peut nous sembler, nous, anodin. Le cheveu, pour nous, c'est anodin. Or, en réalité, ce cheveu va être mobilisé en permanence. C'est-à-dire que les gens vont avoir en permanence des remarques sur le cheveu dans l'ensemble des lieux, que ce soit dans les lieux de loisirs, au travail, dans la rue. La question des cheveux va revenir régulièrement et c'est par cet aspect-là que vous commencez à prendre la conscience que vous êtes différent. Et c'est une première forme d'altérisation, de mise à l'écart. Voyez, et ce sont des choses auxquelles on ne pense pas parce que les remarques sur les cheveux, elles peuvent être anodines, elles peuvent être même sympas. Vous voyez, tes cheveux sont bizarres. Vous voyez, la notion de bizarre, je peux penser qu'elle est sympathique et qu'elle n'est pas forcément méchante. Elle empêche dans ma tête que j'établis une hiérarchie entre des cheveux normaux et des cheveux bizarres. Voyez, et pour moi, le cheveu noir, c'est celui qui reviendra le plus souvent dans le cheveu bizarre. Et ce sont là des éléments qui reviennent souvent. L'autre élément du corps noir qui est mobilisé, qui fera l'enjeu de moquerie ou d'humour régulier, c'est l'accent, c'est la manière de parler. Et la manière de parler est souvent utilisée et souvent, d'ailleurs, comparée aux manières de parler des enfants. Alors, quelle idée que les Noirs, lorsqu'ils parlent, ils parlent comme des enfants. Et là-dessus, on se retrouve avec cette espèce de paradoxe où on a affaire à une des populations qui est certainement celle qui pratique le plus de langues différentes, polyglottes. La plupart des subsahariens qui arrivent, ils parlent français, pour une grande partie d'entre eux. Quand ils viennent d'Afrique anglophone, ils parlent l'anglais. Une grande partie d'entre eux, en plus de parler cela, ils parlent les langues africaines, qu'on appelle dialectes, mais ce sont des langues, ce ne sont pas simplement des dialectes, des langues africaines. Donc, en plus de cela, ceux qui passent par le Maroc, ils sont musulmans, ils parlent l'arabe. Voyez, donc on arrive à des gens qui parlent 3, 4, 5 langues. Et cet aspect, cette compétence polyglotte, elle se retrouve enfermée par cette comparaison avec l'accent de l'enfant, le noir à qui on fait répéter les termes, et en lui faisant répéter, ça provoque l'hilarité, on s'en moque au travail, on s'en moque dans la rue. Et là, quand je dis cela, ce sont des choses observées, c'est-à-dire que ce sont des choses qui revenaient régulièrement dans les interactions humoristiques où on appelait le jeune noir qui passait par là, on lui disait « mais viens, viens, viens ». Et donc là, tout un groupe est assis. Comment on dit tel mot ? Et puis, on s'exécute quand on est en minorité, et puis là tout le monde rigole. Alors c'est une action bienveillante, tout le monde en rigole, mais celui qui part, évidemment, il a une violence qu'il vient de subir, et cette violence, il repart avec seul. Encore, et la plupart du temps, évidemment, ils ne vont pas rentrer en confrontation avec eux. Donc la question de l'accent, elle est régulière, et on la retrouve dans les 3 pays, au Maroc, en Espagne et en France.
Et lorsqu'on observe les situations de travail, l'accent des Noirs est l'objet permanent de moqueries, de boutades et de blagues entre copains, entre collègues au travail. Voyez, et ces blagues-là sont répétées et permanentes. Donc celui, comme je l'ai dit, qui exerce ces blagues-là, il n'a pas l'impression d'exagérer, mais celui qui les reçoit et qui les reçoit toute la journée, tout cela s'accumule. Voyez, et ça participe quelque part à le distinguer, y compris dans sa manière de parler. Non seulement ses cheveux sont différents, mais sa manière de parler est aussi différente. Puis le troisième élément qui arrive, c'est évidemment tout ce qui a trait au sexe. Voyez, et là, la question de la sexualité des Noirs, évidemment, elle est l'objet, évidemment, de blagues, d'humour. Et l'ensemble de ces blagues et de cet humour-là renvoie au monde animal. C'est-à-dire que le sexe des Noirs est comparé en permanence au monde animal. Et là, je dirais quelque part, c'est une forme de complexe de la virilité du blanc qui renverse cet aspect-là en renvoyant la sexualité des Noirs au monde animal. Et là-dessus, c'est assez ancien. Alors que ce n'est pas nouveau. On retrouve déjà cette comparaison entre la sexualité des populations noires et la sexualité animale durant la période de l'esclavage et même un peu avant. Et je vous ai évoqué avec vous l'idée de l'émasculation que pratiquaient les arabo-musulmans parce que quelque part, le sexe noir fait peur. Il a toujours fait peur, il continue à faire peur. Et les principaux lynchages, par exemple, qu'on avait aux États-Unis, les principaux griefs qu'on avait par rapport aux Noirs, c'est les questions de viol. Il y avait toujours une fille qui était très religieuse et très pieuse et qui avait été violée par un Noir qui passait par là. Et donc le Noir était lynché. Quelques mois après, l'enfant qui naissait était blanc. Mais ça, la chose était passée. Mais la plupart des histoires de lynchage étaient liées au viol. Et notamment quand on lynchait des jeunes noirs dans les villages américains, c'était toujours des histoires liées soit au vol, soit à la sexualité. Donc la sexualité, c'est un des éléments là aussi qui est le plus convoqué dans l'humour au quotidien. Allez, tu es monté comme un âne, tu ressembles à un cheval. Enfin, ce sont des éléments qui reviennent tout le temps. Donc vous avez la question des cheveux, la question évidemment de la langue, la question de la sexualité. Et à côté de cela, s'ajoute évidemment la couleur de peau qui fait l'objet là aussi d'humour régulier sur on ne te voit pas la nuit, on voit que tes yeux, on voit que tes dents. Vous voyez, ce sont un peu tous les sketchs de Michel Leb et compagnie qui ont fonctionné en France jusqu'aux années 2000 et qui ont fait rire des générations. Moi aussi, quand j'étais gosse, je me rappelle que je riais face à ces sketchs-là où on avait Michel Leb qui refaisait le grand singe avec la bouche où il essayait d'imiter. Donc ce sont des éléments-là auxquels on ne prête pas attention, mais si on accumule, voyez, l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire vous arrivez, vous êtes qualifié par des noms d'animaux, par des noms d'insectes, vous êtes qualifié par une couleur de peau, là où vous aviez l'impression que vous étiez quelqu'un de singulier, vous devenez quelqu'un de différent. Et on passe de la singularité à l'altérité. Et ce sont là les premières formes que subissent les subsahariens dès qu'ils sortent des territoires non subsahariens, dès qu'ils arrivent avec des populations où la majorité est une population non noire. Et ce sont là la découverte de leur altérité et la découverte un peu du fait qu'ils sont noirs. Ils prennent conscience que le fait d'être noir va peser sur leur vie. Et quand je dis va peser sur leur vie, sur le quotidien, à la fois au travail, dans les rapports sociaux, dans les rapports avec les autres, et y compris dans le passage des frontières. Parce qu'on aurait pu me dire, et c'est ce qu'on me dit souvent, oui, mais les migrants qui passent, ils vivent tous dans des conditions difficiles, il n'y a pas que les subsahariens, il y a aussi les réfugiés syriens. Oui, moi j'ai étudié tout cela et j'ai bien vu une distinction et une différence avec les populations noires. Alors que la différence entre les populations noires et les autres, c'est que les autres sont qualifiés par leur situation, de clandestins, de sans-papiers, d'origine, à la rigueur, de Syriens, de Marocains, alors que là, les populations noires sont qualifiées par un seul aspect, par leur couleur de peau. Et donc la couleur de peau les définit principalement, et c'est en cela que ça fait singularité par rapport aux autres populations. Donc vous voyez, ce corps noir sera convoqué en permanence, un peu comme Chocolat, le film que vous avez certainement tous vu. Le corps noir va faire rire. Il va faire rire parce que c'est un corps qu'on trouve gauche, c'est un corps qui nous fait penser à des enfants, c'est un corps dont on trouve les cheveux un peu bizarres, et donc il va être convoqué, il va devenir un objet comique malgré lui, et le noir fera rire le blanc malgré lui, et c'est de cette manière qu'on va le convoquer, c'est à partir de ça qu'on a le bon Banania, qu'on a dans ces images-là, où le noir, il fait rire en grande partie, il peut faire peur, parce que le noir, il peut faire peur aux enfants. L'artilleur sénégalais, quand il est arrivé ici, dans les villages, les enfants se cachaient parce qu'ils avaient peur d'être mangés par l'artilleur sénégalais. On a même utilisé cette figure, attention, si tu ne fais pas attention, je l'appelle, il va te manger. Donc vous voyez, ce corps noir, on va l'utiliser de cette manière-là, comme un comique, comme un objet comique. Et le fait de le convoquer comme objet comique, c'est lui nier sa dimension humaine. Il n'est plus qu'un objet. Il fait rire. Malgré lui, qu'il le veuille ou pas, c'est un corps qui fait rire. Donc quelque part, le noir ne maîtrise pas ce qu'il est. Il est
l'objet de ce que les autres en font, et principalement les non-marqués, les non-racisés. Et c'est les premiers éléments qu'on voit dans l'ensemble des territoires observés, comme je dis, Maroc, Espagne et France, à des degrés, des dimensions différentes, à des degrés variables, mais globalement, c'est le même processus. Donc, la première partie, c'est familiarité dégradante. Donc, le corps noir est objet comique, et comme je dis, mais s'il est objet comique, il est aussi un objet qui fait peur. Donc ça, c'est la deuxième dimension de singularité. On va pathologiser le corps noir, il deviendra l'objet d'une forme de pathologisation. Pour nous, le noir, c'est maladie. Et c'est aidé, cette image-là, par les médias principalement. Vous voyez ces grandes campagnes, le virus du sida, pendant des années en Afrique, maintenant Ebola, toutes les épidémies. Ça participe à l'idée que le noir et la maladie sont quelque chose de lié. Et que ce n'est pas la condition, les conditions de vie des populations noires, mais c'est le fait d'être noir qui fait de vous quelqu'un de porteur de maladie quasiment. D'accord ? Et cette image de la pathologisation, elle est extrêmement forte. Elle est de plus en plus forte d'autant aujourd'hui quand vous avez ces bateaux qui arrivent avec ces noirs qui sont avec leur gilet orange, les bouées, et puis ces gens qui sont complètement masqués avec des masques, avec des tenues blanches, qui sont dans ces bateaux-là. On a l'impression qu'ils rentrent dans une usine, que c'est Tchernobyl, ce sont des bateaux. Vous voyez, ça participe, toute cette mise en scène-là participe à l'idée que le corps noir, il est porteur, il peut être porteur de maladie. Alors, quand je dis cela, ce n'est pas simplement des représentations, ça va avoir un impact dans le fait quotidien, et cet impact-là produit principalement une forme de séparation physique. C'est-à-dire que si le corps noir, on le convoque pour qu'il nous fasse rire, on le convoque mais à 2 ou 3 mètres. Il ne faut pas qu'il soit trop proche non plus. Donc on l'utilise, on va le convoquer pour nous faire rire, mais en le maintenant à distance parce qu'on a l'impression qu'il peut être porteur de maladie. Et si on prend la question du sida, elle a autant touché le continent européen, le continent américain que le continent noir dans les premières années. Pourtant, on n'a pas développé l'image qu'on a développée de l'Afrique en lien avec le sida. Et lorsqu'on regarde les enquêtes qui sont faites en termes d'épidémiologie, la plupart des subsahariens contractent ce type de maladie en arrivant en Europe. Et ça, ce sont toutes les études qui sont faites en France. Alors que la plupart des maladies sont contractées une fois arrivées en Europe, notamment le sida, parce que ce sont les conditions de vie qui font qu'on va être moins protégé. Donc on va contracter ces maladies en arrivant en Europe. Pourtant, on sera dans cette idée-là d'un continent africain malade, fait de guerre, de misère. Et c'est cette image-là médiatique que l'on a de ce continent. Et évidemment, s'il y a des guerres et des maladies, ce n'est pas l'image qui correspond à l'ensemble du continent lorsqu'on y travaille ou lorsqu'on y voyage. Donc la pathologisation, c'est la deuxième dimension. Et comme je l'ai dit, au Maroc, les gens étaient appelés Ebola, étaient maintenus à distance. Et à l'époque où il y a eu Ebola, où l'ensemble des compagnies aériennes avaient cessé de faire le voyage en Afrique. Il n'y a plus qu'une compagnie, c'était Royal Air Maroc. Et pour des raisons géopolitiques. Parce que le Maroc voulait maintenir les liens avec l'Afrique. C'était la seule compagnie qui faisait les liens. C'est-à-dire que l'Afrique avait été confinée entièrement en termes de transport aérien. Plus aucun avion d'Europe n'allait en Afrique noire pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on arrêtait au Maroc ou en Algérie. Et puis les gens partaient d'Algérie, reprenaient d'autres avions de ces pays-là. Alors qu'on a mis en place, et ça s'est passé de manière quasiment inaperçue, on a mis en place quasiment ce continent en quarantaine. Pendant l'époque Ebola, et l'ensemble des subsahariens qui arrivaient dans les aéroports marocains, espagnols ou même à Orly étaient d'emblée suspectés d'être porteurs de l'Ebola. Donc là, il ne fallait pas avoir de la fièvre. C'est-à-dire que le rhume était interdit, vous vous retrouviez en quarantaine à l'hôpital pendant 4 jours, tout l'avion passé était traité avant qu'on sache qu'en fait c'était un rhume, et la personne avait simplement 40 de fièvre ou 39 de fièvre pour un rhume, et non pas pour Ebola. Donc il y a eu cette hystérisation, et on voit bien que cette hystérisation, on ne l'a pas eu quand on a eu, nous, le virus pour lequel une ancienne ministre de la Santé avait acheté un stock énorme de vaccins. Vous voyez, lorsqu'on ne nous a pas mis en quarantaine, alors qu'on n'a pas été, les avions n'ont pas arrêté de circuler, on n'a pas été mis en quarantaine. Donc on voit bien que l'objet pathologisation maladie, il est spécifique lorsqu'il touche à ces populations et qu'on continue dans l'idée que quelque part le noir, il est sale. Et il y a cette idée d'hygiène qui colle à la question de noir. Et donc quelque part, comme je l'expliquais, la malédiction de Cham continue à fonctionner. Là, je ne vous donne pas tous les termes que j'ai relevés, je synthétise, mais ce sont toutes des observations faites au quotidien, au suivi, par entretien avec des jeunes. Donc, simplement quelques exemples. C'est 2 jeunes subsahariens qui rentrent dans une boucherie. Là, avant même qu'ils approchent, le boucher leur dit « Non, ne vous approchez pas, c'est moi qui vous sers ».
voyez, à distance, ou en Espagne, ce jeune qui va acheter des légumes, et là, il y a une des clientes qui demande au marchand de demander à ce subsaharien de ne pas toucher tous les légumes, alors qu'elle-même était en train de choisir. Vous voyez, donc là aussi, on dit non, je te sers. Et que ce sont des éléments qui reviennent régulièrement dans les observations. Donc cette pathologisation produit une espèce d'endiguement social et un confinement dans l'espace social. Alors qu'au bout d'un moment, vous n'allez plus aller dans des endroits où vous serez traité de cette manière-là parce que vous allez éviter l'humiliation publique et on évite d'être mis à l'index et on finit par intégrer soi-même une espèce de cartographie dans la déambulation dans le territoire. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où je vais aller et de lieux où je n'irai pas parce que je n'ai pas envie d'être humilié publiquement. Et je sais que je ne peux pas réagir. Et donc, de cette manière-là, on produit de la séparation spatiale, de la séparation physique. Vous voyez, on avait mis en place des lois qui étaient extrêmement réfléchies pour faire de la séparation physique. Et là, on retrouve la même séparation physique sans les lois raciales. Alors que ce sont des choses intériorisées simplement par les rapports sociaux. Il y a des gens qui ne vont plus aller dans certains lieux. Donc cette première partie, vous voyez, ce non-racisme va s'exprimer sur tous ces faits quotidiens, ces petites interactions au jour le jour, pathologisation, humour, moquerie, désignés comme appelés nègres, noirs, qualifiés simplement par la couleur de la peau. Donc là, l'ensemble des subsahariens qui arrivent comprennent qu'ils sont porteurs d'une identité qu'il leur sera difficile de négocier dans les territoires qui vont entrer. Donc quand je dis cela, cela veut dire qu'une partie d'entre eux vont commencer à intérioriser cet aspect-là et vont être assignés à résidence identitaire quelque part. Vous voyez, on a les assignations à résidence classique, c'est quand on vous enferme dans une maison. Là, c'est une forme d'assignation à résidence identitaire. Vous êtes défini par les autres et vous ne pouvez pas sortir de cela parce que partout où vous allez, vous serez confronté d'une manière ou d'une autre à ces rapports sociaux, qu'ils soient de manière bienveillante ou de manière hostile, directe, on va les retrouver. Donc tout cela participe dans les sociétés à activer le deuxième processus, la mise sous surveillance. Et cette mise sous surveillance, elle va s'appliquer principalement par le poids du regard du majoritaire. Et lorsqu'on est minoritaire, on a l'impression que le poids du regard majoritaire va se faire pressant et va être important. Et ce poids du majoritaire va s'exercer principalement dans certains lieux. C'est-à-dire que la mise sous surveillance, comme je dis, je ne pense pas à la mise sous surveillance policière. Évidemment, quand vous allez au Maroc, vous êtes subsaharien, au bout de 3 mois, vous avez compris qu'il y a des lieux où il ne faut pas aller. Et pareil en Espagne, et pareil dans certains territoires en France. Une bonne partie des choses qu'on apprend très vite quand on est subsaharien, on évite les grandes artères commerciales. On sait que les lieux touristiques, il ne faut pas y aller. Par contre, vous pouvez un peu aller partout, mais il y a certains lieux où il ne faut pas aller parce que ces lieux-là, vous ferez forcément l'objet de contrôles et de contrôles policiers étatiques. Vous voyez, c'est le quartier des Halles à Paris, c'est le travail de Jobard qui le montre. C'est une bonne partie des grandes rues de Tanger, de Rabat. Là, vous n'avez pas intérêt à vous montrer, sinon de fait, vous êtes contrôlé. Et puis au Maroc, c'est un peu plus expéditif qu'en France, c'est-à-dire que les gens sont accompagnés en bus dans le sud de temps en temps et des rafles, et puis on ramène tous les subsahariens dans le sud du Maroc et on les lâche en plein désert. L'Algérie pratique la même chose. C'est-à-dire qu'on ne les renvoie pas au Cameroun ou au Mali, on les lâche en plein désert dans le sud du Maroc. Et quand on les lâche, j'inclus l'Europe, parce que les Marocains sont payés pour ça par l'Europe. Ce sont ce qu'on appelle l'externalisation des frontières. Le Maroc reçoit de la part de l'Europe des sommes financières pour contrôler les frontières européennes. Et donc, on raccompagne une partie des subsahariens dans le sud, mais cela est fait avec les financements principalement européens. Donc, cette activation du regard majoritaire, elle va être importante dans les lieux de différenciation sociale, de distinction sociale, mais aussi de distinction raciale. Comme je le dis, si on prend les lois raciales aux États-Unis, il y avait des lieux qui étaient interdits aux Noirs parce qu'on estimait que un golf, le seul Noir qui pouvait être là, c'était celui qui portait les clubs, pas celui qui pouvait y jouer. Donc là, sur ces lieux un peu de luxe, il n'y avait pas de débat. C'est encore aujourd'hui une distinction de catégorie sociale entre blancs ou non-noirs. Mais cette distinction, elle se faisait y compris dans des lieux populaires, avec l'idée que, quelque part, on permettait aux pauvres Américains, blancs, avec cette distinction-là, de leur faire croire ou de créer l'illusion chez eux qu'ils avaient des privilèges. Voyez, et donc le privilège qu'avait le pauvre blanc américain, c'était de monter devant du bus, alors que le noir allait derrière. C'était de pouvoir rentrer dans certains commerces, fast-food, alors que les noirs n'avaient pas le droit d'y entrer. C'est cette idée-là que, y compris le pauvre, avait un privilège lié à sa couleur de peau.
voyez, donc quelque part, le fait d'être blanc, vous octroyez un privilège que le noir n'avait pas. Et on confrontait deux populations qui pouvaient être pauvres sur l'aspect racial, donc on racialisait une partie de ces rapports sociaux. Donc une partie des populations blanches se sont transformées en gardiens de trajectoire des Noirs. Et lorsqu'on regarde historiquement, on s'aperçoit que dans le Code noir, l'article 16 du Code noir, notamment, mis en place par la France, c'était une des grandes innovations de l'époque, l'institutionnalisation de l'esclavage. Dans le 16e article du Code noir, il est explicité, ou en tout cas il est fait appel à l'ensemble de la population libre, dite à cette époque-là, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas esclaves, c'était les Blancs, de faire la police des esclaves. C'est-à-dire qu'un esclave qui était en dehors de la plantation de son maître pouvait rentrer sous le coup de contrôle de n'importe quel non-esclave ou de blanc du territoire à partir du moment où il n'était pas dans sa plantation. D'accord, donc n'importe quel blanc pouvait interpeller un esclave qui était dans sa plantation, il pouvait le mettre à l'arrêter, appeler les autorités pour savoir ce qu'il faisait, ainsi de suite. Donc cette idée-là de l'article 16, on va la retrouver sous forme de reconversion sociale. C'est-à-dire que là, les gens n'appellent pas la police, mais on retrouve cet élément que je dis principalement dans des lieux de distinction sociale. Alors quels sont ces lieux de distinction? Ce sont des espaces publics. Il y a des espaces publics où les subsahariens et les noirs ne sont pas attendus. Et lorsqu'on les voit, il y a tout de suite suspicion. Un noir est là, parce que forcément, il va avoir une histoire de vol, de trafic, de braquage. Vous voyez, c'est ce noir qui se fait tuer aux États-Unis alors qu'il rentrait chez lui, le soir, dans une banlieue américaine. Vous voyez, et il ne trouve pas la clé, il cherche la clé, et là, il est vu par quelqu'un du voisinage qui lui tire dessus parce que, de fait, un noir dans une banlieue un peu classe moyenne, qui n'était pas luxe mais classe moyenne, c'était forcément un voleur qui se fait descendre. Et aux États-Unis, ce type d'histoires sont importantes en nombre. Des gens qui se font tuer alors qu'ils rentraient chez eux, simplement parce qu'on n'attend pas un noir dans tel ou tel quartier. Là, c'est pareil, si on va au Ritz à Paris, on n'attend pas un subsaharien dans les couloirs. Donc forcément, si on voit un subsaharien de surcroît, en plus, qu'on estime être migrant nouveau, on pense que soit il est là pour porter des valises, il ne peut pas être là pour lui-même louer une chambre. Ou de même, de voir un noir avec une Porsche ou avec une voiture de luxe, on a l'idée que soit c'est un fils d'un gouvernant africain corrompu, ça c'est de la meilleure des manières de voir, soit c'est un trafiquant. Vous voyez, mais l'idée de penser qu'un noir peut accéder à cette posture-là par le travail, ne nous vient pas l'idée. C'est ça la mise sous surveillance sociale. Et s'ajoute à cette forme, je dirais, un peu caricaturale, les formes quotidiennes. C'est deux jeunes subsahariennes qui veulent partir de Madrid et prendre le train. Plus de places en seconde classe. Il ne reste plus que des places en première, donc ils sont obligés de prendre première classe. Là, ils montent dans le train, ils arrivent dans une place de 4 places avec un couple qui est assis là, et dès qu'ils s'installent, l'homme les interpelle en disant « c'est la première classe ». Au cas où, peut-être qu'ils se sont trompés. Vous voyez, là aussi, ce sont des témoignages qu'on retrouve et qui sont importants lorsqu'on cherche dans la presse. Il y a beaucoup de témoignages. Première classe, alors deux jeunes disent « oui, on a pris un billet en première classe ». Bon, il s'installe, le gars se lève, il va chercher un contrôleur. Le contrôleur vient contrôler les seuls subsahariens de tout le wagon. Donc ce sont les seuls qui sont contrôlés dans le wagon. Évidemment, ils ont leur billet, mais une fois que vous avez été contrôlé, même si vous avez votre billet, vous voyagez tout le long du voyage, vous ne parlez pas, vous ne regardez pas, vous baissez le regard, il y a une forme de domination qui s'est installée. Mais vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes attendu. C'est ça, la mise sous contrôle social. Autre exemple pour vous donner un peu une idée, c'est deux jeunes qui arrivent en Espagne et qui sont tout contents, après un périple de plusieurs mois, ils arrivent, ils travaillent, ils sont tous dans les exploitations agricoles, et là ils vont à la plage un dimanche, ils ne connaissent pas l'Espagne, donc ils vont à la plage, ils s'installent dans la première plage qu'ils trouvent, manque de peau, ce sont les deux seuls noirs de toute la plage. Et dès qu'ils s'installent, là, les choses changent, les populations vont plus baigner, les hommes en tout cas vont plus baigner et restent à côté des sacs, et puis là, les interpellations se font insistantes et les hommes expliquent qu'ils ne bougent pas parce qu'il risque d'y avoir du vol. Vous voyez, sans les interpeller directement, mais ils disent à leur femme, non, je garde le sac parce qu'il peut être volé. Alors ça perdure, ça finit par la Guardia Civile qui vient et qui contrôle les deux jeunes et qui leur demande de partir. Vous voyez, de la plage, alors qu'ils étaient réguliers, il ne s'agissait pas de subsahariens qui étaient clandestins ou ainsi de suite, c'était régulier. Et là, les deux subsahariens disent, après on a compris, il y a une plage où il n'y a que les noirs, donc du coup on va dans les plages que les noirs. Et là, s'active l'autre élément, ils sont communautaristes. Ils ne veulent vivre qu'entre eux. Forcément, quand tous les espaces leur sont fermés, ils vont là où ils peuvent, et donc ça engage à cela. Donc c'est ça l'idée de la mise sous surveillance, ou la mise sous tutelle qui est permanente. C'est cette idée à partir du moment où vous sortez des lieux qui sont les vôtres, vous finissez par
intégrer vous-même cette mise sous surveillance. Et donc, on se rend compte que chez les populations subsahariennes, ils vont incorporer eux-mêmes cette surveillance et ils vont s'adapter à cela. Et quand je les ai questionnés pour un certain nombre d'entre eux et que j'ai fait des entretiens, je me suis rendu compte que sur un certain nombre de dimensions, ils avaient adopté des comportements et ce qui revenait souvent dans les termes qu'ils m'expliquaient, il faut qu'on évite de provoquer. Oui, donc cela veut dire qu'eux-mêmes ont incorporé l'idée que leur couleur de peau pouvait provoquer, le fait qu'ils soient dans des endroits où ils n'étaient pas attendus devenait une provocation. Et là, on retrouve un peu les histoires qu'on a sur l'esclavage aux États-Unis, sur ces Noirs qui devaient avancer la tête baissée parce qu'ils avaient peur. Si vous regardez, l'esclavage avait, par exemple, sur les esclaves libres, ceux qui devenaient libres, on leur permettait de circuler parce qu'ils étaient libres. Par contre, on leur enjoignait de garder le regard bas face à leur ancien maître. Et donc, il y a cette idée qui perdure. Il faut garder le regard bas, il ne faut pas provoquer. Donc là, plusieurs d'entre eux vont me dire qu'il ne faut pas provoquer. Quand je pose la question, mais qu'est-ce que c'est ne pas provoquer pour vous, hein? Et quand on rentre, c'est par exemple la question de l'argent, le niveau de vie. Comme je le dis, un noir ne doit jamais montrer qu'il a un niveau de vie supérieur à quelqu'un qui n'est pas noir dans le voisinage. Donc quand vous êtes minoritaire, même si vous gagnez bien votre vie, il ne faut pas être exubérant. Parce que sinon, vous allez forcément déclencher la suspicion, vous allez déclencher avec le voisinage une forme de haine, vous allez déclencher les contrôles et ainsi de suite. Parce que comme je l'ai dit, un noir qui roule en Porsche, c'est forcément fils de corrompu ou trafic. Et aux États-Unis, c'est là encore plus. Donc là-dessus, c'est même quand tu as de l'argent, il ne faut pas le montrer. Le niveau de vie, même chose, il faut vivre de manière un peu cachée, ou en tout cas avoir un niveau de vie qui se fonde dans la masse, qui ne soit pas visible. Sur la sociabilité, les voisins, les collègues de travail, ainsi de suite, ce qui revenait régulièrement, c'est l'effacement dans l'espace social. C'est être présent tout en étant invisible. C'est éviter les disputes. Éviter les disputes, c'est y compris quand on vous cherche, ne pas répondre, c'est accepter donc quelque part et se taire. C'est ne jamais s'immiscer dans une dispute entre majoritaires. Parce que sinon, vous finissez bouc émissaire des deux. Et là, c'était régulier parce que souvent, dans la situation de travail, on demandait à machin, mais dis la vérité. Donc la personne se retrouvait à être prise en tenaille entre deux personnes, sachant qu'au final, c'est lui qui allait de toute façon supporter la sanction, quelle qu'elle soit, de cette dispute-là. Même chose, sur les pratiques alimentaires festives, là aussi, il y a un fantasme sur les pratiques alimentaires des subsahariens, que ce soit au Maroc, en Espagne ou ici en France. Et ce fantasme-là, il est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a une forme de stigmatisation des manières de manger. On n'est pas encore sorti de l'époque où le noir était cannibale. Et on reste là-dedans encore un peu, et quand je dis on ne pense plus que les Noirs mangent des enfants, mais enfin on continue à penser qu'ils mangent n'importe quoi, qu'ils mangent des animaux, qu'ils mangent des éléments comme ça, et avec l'idée que l'alimentation des Noirs, elle est un peu étrange. Et donc là aussi, tous me disent, si tu veux manger réellement un peu des choses de ton pays, tu as intérêt à le cacher. Tu le manges à la maison, ou quand tu achètes, tu manges caché. Et puis lorsqu'on regarde les travaux qui sont faits sur ces questions, par exemple sur l'accueil des Nigérianes qui arrivent, souvent dans les familles d'accueil, qui sont des gens bienveillants, donc qui accueillent des réfugiés, ce qui nous dit souvent, elles refusent de manger européen. Donc l'alimentation continue à être l'objet de débats extrêmement importants. Donc c'est un élément extrêmement fort. L'autre élément, c'est les fêtes religieuses. Il faut les taire et les cacher. Et de surcroît lorsque vous êtes en lieu monothéiste. Et c'était y compris vrai pour les Sénégalais musulmans qui, au Maroc, le jour de l'Aïd, étaient mis à l'écart. Bien qu'ils étaient musulmans dans la mosquée, ils étaient mis à l'écart par rapport aux autres musulmans. Donc la question des fêtes religieuses, il faut aussi taire ses propres fêtes religieuses, ses propres croyances. C'est-à-dire que ces croyances, il faut les cacher. Et là, on n'entend pas parler. Vous voyez, quand on parle de Maliens, Comoriens, ainsi de suite, soit pour nous, ils sont catholiques, soit ils sont musulmans. Mais derrière ces religions, il y a un tas d'autres religions et de croyances extrêmement riches et diversifiées. Et quand je dis extrêmement riches, d'une grande richesse intellectuelle, d'une grande richesse de pensée, mais on n'en connaît pas grand-chose parce que ces populations les taisent et les cachent, par la bonne et simple raison qu'elles sont l'objet de fantasmes. Puis ensuite, il y a la fréquentation, évidemment, des lieux et des espaces publics. Voilà, c'est les choses que j'ai évoquées avec vous. On va faire une cartographie, puis faire en sorte de jamais être nombreux. Vous voyez, ne jamais se regrouper à plusieurs quand vous êtes noir, c'est des petits groupes, 2 ou 3 dans l'espace public, et eux-mêmes finissent par incorporer cette idée, parce que si vous êtes plus, vous attirez l'attention, et de fait le contrôle, et ainsi de suite. Donc vous voyez, ce sont des gens qui vont intérioriser cette mise sous surveillance, et qui vont l'incorporer dans leur corps jusqu'au rapport de séduction. Vous voyez, et quand jusqu'au rapport de séduction, c'est-à-dire qu'un noir ne peut pas, lui, essayer de séduire, et de surcroît quelqu'un du groupe majoritaire, un non-noir ou une non-noire, en public. Parce que là,
c'est de fait s'exposer à des sanctions immédiates. Quand je dis sanctions, c'est dans sanctions sociales. Hein. D'accord. Donc la séduction, la sexualité des Noirs, il faut la vivre là aussi cachée. Alors, la question du métissage, elle est importante. Elle commence un peu à avancer, mais on est encore très loin de cela. Hein. Voyez, et quand je dis on est très loin, il y a toujours sur cette question du métissage le fait que le Noir a une espèce d'importance sur la maternité ou sur les enfants qui est beaucoup plus importante que les blancs. Il donnera sa couleur. Il se donne sa couleur, ça veut dire qu'on perd le blanc qu'on avait. Si ma fille était blanche et s'est mariée en noir, ses enfants seront noirs. Vous voyez, ce sont tous ces éléments dont le cinéma fait quelques recettes actuellement avec différents films qui sont proposés sur cette thématique, qui font rire, mais enfin qui reprennent une grande partie de cela. Donc vous voyez, cette mise sous surveillance, l'élément le plus important, c'est qu'elle finit par être incorporée par ces populations, et ces populations vont la vivre eux-mêmes comme quelque chose qui va provoquer de l'autocensure, et quand je dis autocensure d'une part, et puis regroupement communautaire d'autre part, ce qu'on va leur reprocher par la suite en disant, vous voyez, ce sont des gens qui ne veulent pas s'insérer, d'ailleurs ils ne vivent qu'entre eux. Et puis quand vous regardez en termes de logement, j'évoque pas cet aspect, hein, allez chercher un logement quand vous êtes subsaharien, et faites le tour un peu des agences, d'ailleurs chacun peut faire un peu le test lui-même et appeler une agence immobilière et se donner un prénom subsaharien une fois que vous avez négocié l'appartement, et vous verrez la suite. Hein. C'est-à-dire que ça ira pas très loin. Soit on ne vous rappellera pas, soit on vous dira que le logement a été pris. Hein. Bon, donc vous voyez, cette mise sous surveillance est un des éléments qui reste un des vestiges à la fois de la période de l'esclavage, des périodes de loi raciale et des derniers siècles qui continuent à fonctionner. C'est une forme de reconversion sociale dont on va être porteur socialement malgré nous, d'une manière ou d'une autre, soit de manière bienveillante, soit de manière malveillante. Et on va reproduire cet aspect-là, et on va le reproduire avec l'idée que pour nous, il est anormal de retrouver certaines populations dans certaines situations. À partir du moment où on est interpellé par une scène, c'est qu'on estime que la scène n'est pas normale. Vous voyez, si vous circulez, qu'il n'y a rien qui attire votre regard, c'est parce qu'on estime qu'on est dans la norme. Mais lorsque notre regard s'arrête sur quelque chose, c'est parce que quelque part on estime que ce n'est pas la norme. Voyez, et faites le test vous-même sur quoi nos regards s'arrêtent et à quel moment on estime que ce n'est pas la norme, qu'est-ce qui nous interpelle lorsqu'on circule dans la rue, lorsqu'on est à l'extérieur, qu'est-ce qui va attirer notre regard. Ce sont souvent soit des questions raciales, soit des questions de genre principalement. Les femmes subissent les mêmes processus lorsqu'elles sont habillées différemment, lorsqu'elles décident d'être féminines jusqu'au bout, lorsqu'elles n'ont pas de complexe et qu'elles ne se laissent pas dominer dans l'espace public, elles vont attirer le regard de la même sorte que les populations subsahariennes l'attirent dans d'autres situations. Donc vous voyez, une fois que vous avez été singularisé, altérisé, mis sous surveillance, il ne vous reste plus guère d'espace social. Parce que ensuite, pour vivre au quotidien, il devient difficile, et la plupart de ces populations qui sont altérisées, confinées ou endiguées socialement, elles vont être quelque part les marges qu'on va exploiter. Ce sont ces populations que l'on va utiliser dans les travaux les plus pénibles, et donc on va retrouver aux marges du travail les travailleurs subsahariens. C'est-à-dire qu'on retrouvera déjà aux marges du travail les migrants classiques, mais à la marge de ces migrants classiques, on trouvera les subsahariens, c'est-à-dire que le subsaharien aura la position la plus inférieure dans la hiérarchie du travail. Et quand j'aurai la position la plus inférieure, on va le retrouver dans des tâches qui sont principalement des tâches d'ordre physique. Les populations noires seront soit embauchées dans des tâches physiques, soit elles seront embauchées dans des espaces confinés où ils ne seront pas visibles. On ne les verra pas, même lorsqu'il ne s'agit pas d'emploi physique. Et là, j'ai relevé un certain nombre de domaines, hein, sauf un domaine où on a besoin qu'ils soient visibles, c'est la sécurité. Vous voyez ? Parce que là, je vais revenir hein, sur le sport, c'est la sécurité, parce que là, on a besoin que le corps noir fasse peur. Vous voyez, c'est le corps qui ne se contrôle pas, qui est grand, qui est fort. Attention, il peut vous tabasser à tout moment, il ne peut pas se retenir. En plus, il est cannibale. Donc, tenez-vous bien. Je pousse jusqu'au bout, hein, je caricature, mais enfin, hein, on n'est pas loin. Donc, c'est l'agriculture, bâtiments, travaux publics, restauration, hôtellerie, nettoyage, manutention, domesticité, sécurité. Ce sont les principaux secteurs, on va les retrouver, et on va les retrouver aux marges de ces secteurs. C'est-à-dire que sur l'agriculture, on va retrouver les Noirs employés dans les exploitations marocaines, espagnoles et françaises aux marges du champ. Vous voyez, les subsahariens qui sont embauchés en Bretagne, où on paye à la caisse, vous êtes payé à la caisse par exemple pour le haricot blanc, pour les lingots hein, qui viennent beaucoup, et pour le sarrasin. Les Noirs, on va les mettre en bordure du champ, là où il y a le moins de plantes, où il y a le plus de cailloux. Donc pour faire une caisse, vous allez travailler beaucoup plus que si vous êtes au milieu du champ. Donc on va les retrouver systématiquement à l'extérieur du champ. Même chose en Espagne, même chose du Maroc. D'accord ? On va employer les Marocains, on va employer les subsahariens principalement pour ramasser les cailloux dans le champ.
Quand ce sont des gens qui vont ramasser les cailloux, on retrouve là quelque chose d'historique. Beaucoup d'esclaves étaient employés à ramasser les cailloux, à les casser toute leur journée. Donc on va les retrouver à l'extérieur du champ et jamais à l'intérieur du champ. En termes de statut, ce sont les journaliers. Quand les autres seront saisonniers ou des contrats courts, eux, on les prendra à la journée, voire à l'heure. Et puis, si c'est bon, on les rappelle le lendemain. Si c'est pas bon, ils ne reviennent pas. Et ce sont évidemment les populations qui ont des salaires différents. Il y a un salaire aujourd'hui, un salaire noir dans certaines exploitations. Quoi qu'on en dise, il existe un salaire noir, un salaire racial qui fonctionne dans les exploitations. Alors, je ne parle pas des pays où il n'y a pas de salaire minimum. C'est le cas du Maroc. Il n'y a pas très peu de protection du travail. C'est quelque chose qui est pratiqué. Mais c'est le cas en Espagne. C'est le cas aussi ici. Travaux publics, même chose. Le noir n'aura même pas le statut de manœuvre. C'est celui qui va tout le temps porter les brouettes, les seaux pleins et qui n'arrêtera pas de bouger. C'est celui qui marche toute la journée sur le chantier et qu'on va utiliser dans la mobilité. Et le fait qu'il soit mobile le rend invisible dans le travail. C'est ces gens qu'on utilise par exemple dans le métro parisien et qui portent le goudron avec des seaux et qu'ils faisaient la nuit. Et là, on les découvre le jour où ils ont décidé de se manifester. On a découvert qu'en fait, le métro parisien, le soir, c'était des subsahariens qui portaient des seaux de goudron qui étaient à 300 degrés, sans gants, sans chaussures de sécurité, et c'était fait le noir. Donc on va les retrouver dans tous ces emplois-là, des emplois principalement physiques. Dans la restauration, ça sera les arrière-salles, invisibles. L'hôtellerie aussi, invisible. Alors pour vous donner simplement un élément, on n'est pas loin, le cours Mirabeau, où il y a des bons restaurants. La quasi-totalité des restaurants du cours Mirabeau emploient des gens, des subsahariens. Mais on ne les voit pas, ils ne sont pas visibles. Donc la bouillabaisse, elle est faite par des subsahariens, des Comoriens, des gens qui sont au Sénégal. Mais ils ne sont pas visibles parce qu'il ne faut pas que cette population soit visible. On va l'utiliser dans des tâches où elle ne sera pas visible parce que sa visibilité pose problème. Et donc le fait qu'elle soit acculée à cette invisibilité participe à cela. C'est la même chose pour les autres éléments, domesticité, care, c'est pareil, on va les utiliser de manière à ce qu'ils soient totalement invisibles dans les gens. Vous voyez, sur la situation de travail, il ne leur reste pas grand-chose, ce sont les marges des marges, et malgré cela, ce sont des gens qui arrivent tout de même à résister et à vivre. Et quand je dis à résister, parce que ce sont des situations qui sont extrêmement difficiles et ce sont des populations, alors j'emploierai pas le terme de résilience, parce que dans résilience, il y a une forme d'acceptation. Non, il y a une forme de résistance politique à leurs conditions. C'est-à-dire qu'on prend conscience de la condition que l'on a et une des résistances qui revient et qu'on retrouve dans les récits d'une bonne partie des esclaves, la première résistance est de vivre. Et ça devient une résistance, l'idée de dire vivre c'est une résistance. Et donc la vie devient en elle-même résistance. Résister, ce n'est pas simplement combattre, ainsi de suite. Ils le font, comme j'ai évoqué avec vous, les gens qui travaillent dans le métro parisien ou dans la restauration étoilée à Paris. Mais la vie devient quelque chose, une forme de résistance. Malgré tout cela, je vis. Et on retrouve ces éléments chez ces esclaves, chez une partie de ces populations qui, malgré tout, gardaient la dignité. Donc la dignité devient, quelque part, une forme de résistance extrêmement importante. Donc vous voyez, ce corps qui sera utilisé aux marges du travail, on va le mettre aux marges du travail parce qu'on va théoriser à travers le corps des subsahariens une forme des préjugés qui vont devenir importants. Et le corps, comme je dis, qui est un corps convoqué pour le comique, quand il s'agit du monde du travail, c'est un corps qu'on va traiter de deux manières. D'une part, c'est un corps qu'on va traiter de façon désincarnée. Vous voyez, le noir n'est pas habité. Intellectuellement parlant, c'est l'idée d'infériorité, ils ne sont pas capables, ils sont incapables de faire un travail compliqué, il faut leur donner des tâches simples, sinon ils n'arrivent pas, ils ne sont intellectuellement pas au point. Donc c'est ce qui fait que par exemple, alors même si ça change un peu, lorsqu'on a affaire à des noirs qu'on trouve dans des métiers extrêmement importants, ça interpelle, comme pour le gars en Porsche. Vous voyez, je rentre là, je trouve un juge noir, ça m'interpelle. En France, je n'ai pas l'habitude de voir un juge noir. Un chirurgien, alors des médecins, on en a aux urgences maintenant, on a appris. Mais dès que je rentre chez un spécialiste, alors là, chez les noirs, ça interpelle aussi, on ne s'y attend pas. Vous voyez, ce sont des éléments, parce qu'on a encore dans cette idée-là que quelque part, comme je dis, le corps noir parle comme un enfant au début, mais il y a cette idée que le corps noir n'est pas habité intellectuellement. Et là, on retrouve une vieille théorie qui, à l'époque de l'esclavage, qui s'est poursuivie en France jusqu'aux années 30, 40, même voire au-delà, avec l'idée que le noir est un bon sauvage. Vous voyez, c'est quelqu'un de rigolo, mais pas intelligent. Il est quelque part désincarné. Voyez, et quand je dis désincarné, on va retrouver dans les rapports de travail cet rapport avec l'idée que le corps noir est désincarné. On peut se retrouver dans certaines situations où des rapports de domination sont inversés. Vous voyez, dans un hôpital, un médecin, il donne des ordres à une aide-soignante ou à une infirmière. Par contre, si le médecin est noir, on voit que c'est plus compliqué.
que l'infirmière aura tendance à prendre le pas, à donner plus son point de vue. Et que les rapports de domination ne seront pas valables là où il n'y avait pas de couleur, où il n'y a pas de racialisation. Et c'est le cas, le problème qu'il y a eu dans beaucoup d'hôpitaux américains où il a fallu qu'ils régulent tous ces éléments-là lorsqu'il y avait une infirmière blanche et un médecin noir, où l'infirmière blanche passait son temps à remettre en cause le diagnostic du médecin noir devant le patient. D'accord ? Ou les patients qui disent non, je ne veux pas ce médecin, je veux un autre. Parce qu'il y a cette idée de désincarnation. C'est-à-dire que même lorsque les Noirs sont extrêmement diplômés et qualifiés, il y a l'idée qu'ils ne peuvent pas l'être et qu'il y a quelque part un problème. Et j'ai relevé un certain nombre d'exemples. J'ai en tête cette fille qui travaillait dans une maison de retraite, pas loin de chez nous ici, et qui arrive dans cette maison de retraite et qui a été embauchée la dernière et qui était diplômée. Et un jour, elle a affaire à un vieil homme qui avait l'Alzheimer et qui dit, tout en ayant l'Alzheimer, il a reconnu qu'il ne voulait pas être touché par une noire quand même, donc il y a des choses, même dans des cas difficiles, qui résistent. Et donc il dit non, hors des questions, ne me touchez pas, je ne veux pas. Et là vient une de ses collègues qui, cette subsaharienne, était infirmière, diplômée infirmière, il vient l'aide-soignante, calme le monsieur, lui dit mais non, enfin il ne faut pas la refuser, ils ont l'habitude eux de travailler avec les gens comme vous, ils sont durs à la tâche, ils résistent physiquement, et on se retrouve avec l'aide-soignante qui décrit l'infirmière qui est plus diplômée qu'elle, non pas par ses compétences techniques, mais par ses compétences physiologiques. Voyez, et on retrouve les mêmes éléments avec l'idée le noir, mais il résiste, il est dans la serre à 50 degrés, oui, mais les noirs ils résistent. Ouais, à 50 degrés, ils peuvent tenir, ils sont durs, leur corps il tient, il est résistant. Vous voyez, ils n'ont pas besoin de boire. Les Noirs, ça ne boit pas, ça ne mange pas beaucoup. D'ailleurs, ils dorment très peu. Certains exploitants m'ont dit, et certains employeurs, ils dorment très peu. Ce sont des gens qui résistent physiquement. Donc, on construit une espèce de fantasme sur un corps qui est à la fois désincarné, qui ne peut pas être intelligent. Et là, c'est un exemple que je voulais vous donner d'un chef d'hôtel marocain qui était intéressant et qui me dit, moi, dès que j'ai un Noir, tout de suite, je l'envoie à la blanchisserie. Alors, je dis, mais... vous avez des Noirs diplômés? Il dit oui, mais dès que j'ai un Noir, même s'il est diplômé, parce qu'ils disent qu'ils sont diplômés, mais en fait, ils ont des faux diplômes. Donc du coup, je préfère les envoyer à la blanchisserie, comme ça je vois ce qu'ils peuvent faire, et puis on voit. Puis je pose la question, combien de cas vous avez eu comme ça? Et là, il me répond, aucun, justement, parce que je suis dans la prévention. Vous voyez, donc forcément, donc ce sont ces aspects-là qu'on va retrouver dans beaucoup de lieux de travail, où l'idée de corps désincarné, donc avec... cette idée de l'infériorité intellectuelle qui perdure quand même et qui est extrêmement ancrée. Parce que je vous le dis, on peut en rire, mais c'est quelque chose qui est fortement ancré dans notre inconscient. L'idée de l'infériorité intellectuelle des populations noires. Et quand je le dis, elle est dans notre inconscient collectif. On a beau être bienveillant, on a beau être distant, en réalité, dans certaines situations, comme je le dis, on est interpellé, on se retrouve à penser que est-ce qu'il va faire le boulot comme il faut? Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, dès qu'on est sur des métiers hautement qualifiés où on n'a pas l'habitude de voir des gens qui ne sont pas majoritaires ou qui ne sont pas de la couleur majoritaire. Okay, et on va retrouver cela, et parmi les éléments que je retrouvais, c'est sont lents, ne savent pas lire, il faut tout leur expliquer, il faut leur montrer pour qu'ils reproduisent, c'est impossible de les organiser, ont du mal à s'exprimer, c'est pas dans leur culture, ça aussi ça revient souvent, ils n'ont pas l'habitude du travail, ça c'est Ibn Khaldoun, les Noirs comme ils sont en climat chaud, ils passent leur temps à danser, donc ça reste, vous voyez, c'est 1400 et puis on est en 2018, ça reste toujours cette idée-là, pas l'habitude du travail, ne sont pas minutieux et préfèrent rester entre eux, sont peu réactifs, ne peuvent pas prendre d'initiative, refusent de réfléchir, préfèrent les tâches simples. C'est un certain nombre d'éléments que j'ai pris chez les employeurs et les collègues de travail dans les entretiens qu'on a pu faire. De l'autre côté, il y a l'exaltation du corps noir. Alors, corps noir, c'est sportif. Les Noirs sont nés pour faire du sport. Ils sont tous basketteurs, ils sont tous coureurs de sprint. Alors là, quand vous êtes noir et que vous ne savez ni faire du basket, ni courir vite, vous êtes footballeur, vous êtes totalement emmerdé parce que comment faire quand je suis noir et que j'ai fait aucun sport et puis je ne suis pas bon en sport. Vous êtes obligé quand vous êtes noir d'être résistant physiquement. Alors pourquoi cette résistance physique se construit? Cette exaltation du corps, elle a deux fonctions, cette exaltation du corps. Elle permet d'abord à ceux qui maltraitent ce corps de se dédouaner de la souffrance et des conséquences de la maltraitance. Parce que lorsqu'on considère que le corps il est résistant, on peut lui faire subir ce qu'on veut sans avoir mauvaise conscience. Il résiste, il n'a pas besoin de manger. Donc ça a une fonction pour dédouaner celui qui va appliquer ce régime-là, de lui permettre de transgresser la morale sans remettre en cause ou sans se remettre en cause. Parce qu'il y a l'idée que s'il est résistant, à 50 degrés, lui il tient, moi je ne peux pas tenir, donc je peux le laisser lui dans la serre toute la journée. Même s'il perd 4 kilos, je continue à dire qu'il tient, alors que les gens perdent 10-15 kilos sur une semaine. Donc, quelle idée? Un noir résiste plus à la chaleur extrême qu'un blanc.
Ça, tout, je dirais, tout dépend du noir. Hein. Si c'est un noir québécois, je ne suis pas convaincu qu'il résiste plus à la chaleur du blanc qu'un Italien de Naples hein, ou de Sicile. Hein. Il n'y a pas un gène résistance à la chaleur avec un thermomètre quand vous êtes noir. Ils sont plus endurants. Il y a l'idée que, bon, évidemment, la brousse, ils courent tous à pied toute la journée, donc ils sont forcément plus endurants. Ben non, il y a des noirs qui ne sont pas endurants du tout. Hein. Les noirs américains sont touchés par l'obésité comme les Américains blancs, ils ne sont pas endurants. Hein. Ils sont dans les mêmes situations. Ils sont plus rapides. Vous voyez, ils sont plus rapides physiquement, ça s'articule avec ils sont lents intellectuellement. C'est le versant. Vous voyez, ils ne se plaignent jamais. Forcément. Il y a cette idée, ils ont compris que la plainte ne servait à rien, donc ils ne se plaignent pas effectivement. Ils vieillissent moins vite. Ça aussi, ce qui revient souvent, parce qu'évidemment, ils n'ont pas de rides, les noirs, et on le dira, et nous-mêmes on peut le dire, hein, mais comment ça se fait, la peau noire, tu n'as pas de rides, ainsi de suite. Donc c'est utilisé comme preuve. Ils sont naturellement plus costauds. Vous voyez, ils sont naturellement plus costauds. Alors, si, ce sont des éléments qu'il y a un noir fabriqué génétiquement, n'ont pas besoin de boire, je vous l'ai dit, de manger autant que nous blancs, ne pleurent jamais. Ils ont la peau des mains plus dure. Donc ça veut dire qu'ils peuvent porter des caisses et des cailloux. Ça, je l'ai retrouvé chez beaucoup d'employeurs. Ils sont rarement malades. Vous voyez, ben, même quand ils sont malades, ils travaillent en fait. Et ils reviennent travailler. Donc on se retrouve avec cette espèce d'expression du corps noir, d'un corps noir qui est désincarné, infériorisé intellectuellement et exalté physiquement avec l'idée que c'est ce qu'on retrouve hein, avec les sportifs de haut niveau. On a exalté ce corps depuis les années 30. On est sur cette théorie, hein, un peu la craniométrie qui perdure. Donc vous voyez, sur cet ensemble de processus, hein, singularisation d'abord, mise sous surveillance et des corps à disposition, on fabrique un noir, on fabrique ce qu'est le noir aujourd'hui, on fabrique surtout un objet qu'on va déshumaniser, quelqu'un qui n'aura plus les caractéristiques humaines que l'on peut avoir et qui nous permet de le traiter de manière, je dirais, avec une certaine violence, qu'elle soit symbolique ou physique, sans que cela pose problème, sans que cela nous fasse sentir que l'on transgresse notre morale. Parce qu'à partir du moment où on traite quelqu'un, comme je l'ai dit au départ, que l'on considère comme n'étant pas humain dans différentes dimensions, il y a l'idée qu'on peut le traiter de manière animale. Et c'est cela le nanoracisme qu'évoquait Achille Mbembe, qu'on va retrouver au travail, dans les relations quotidiennes, dans les rapports d'humour, tous les jours. Et j'ai oublié de vous le dire, hein, sur les caractéristiques humoristiques, un jour, je me suis amusé à compter hein, combien de blagues subissait un noir par jour. Hein, et ça va de 15 jusqu'à 50 blagues par jour. Vous voyez, soit sur le cheveu, sur les corps. Et là où c'était le plus important, c'était en situation de travail. On arrivait à 50 blagues sur une journée en situation de travail. Donc c'est cela, la production de l'altérité. Je n'ai pas entendu, pardon. Maroc, Espagne, France sur les 3 dernières années. C'est une enquête faite sur les 3 dernières années. Hein. D'ailleurs, qui a terminé il y a quelques mois. Hein. Donc, je vous dis, c'est en partie récent. Donc, c'est cela l'altérisation. Hein. C'est lorsqu'on participe à produire une forme d'altérité radicale. Voyez, il existe des formes d'altérité que l'on connaît, mais l'altérité radicale, c'est lorsqu'on va produire quelqu'un qui nous est tellement extérieur, qui nous est tellement différent, que l'on peut en faire quelque part ce qu'on veut, et au-delà d'en faire ce qu'on veut, c'est qu'on peut principalement être indifférent à ce qu'il subit. Et c'est ce qui fait que la violence anti-noire, le racisme anti-noir aujourd'hui reste invisible, malgré les débats que l'on a, parce que lorsqu'on aborde la violence anti-noire, c'est la violence la plus visible, c'est lorsqu'un policier tire et vide son chargeur sur un noir, mais cette violence quotidienne qui participe à produire le nous et le eux, elle est invisible, elle est impensée, et c'est celle-là qui est, à mon avis, l'héritage de 3 siècles d'esclavage, l'héritage de plusieurs siècles de racialisation de nos sociétés. Donc oui, il y a encore une forme de racialisation, et cette forme de racialisation, non seulement elle fabrique le noir comme entité extérieure à l'humanité, ou en tout cas au bord de l'humanité, mais elle participe aussi à fabriquer le blanc comme étant la norme et la référence de ce qu'est l'humanité, ou en tout cas le non-noir. Et là, je crois que j'ai déjà évoqué avec vous, il n'y a pas meilleure phrase que celle employée par James Baldwin, hein, cet auteur qui, à la fin de sa vie, termine, il dit « Pendant longtemps, j'ai cru que le blanc existait, je me suis rendu compte que le blanc n'existe pas, ce n'est pas une couleur, c'est simplement la métaphore du pouvoir. » C'est ça qui a été construit pendant plusieurs siècles. Le blanc, ce n'est pas une couleur, c'est le pouvoir qu'on a pris sur d'autres populations, et quelque part le noir poursuit, en tout cas, le rapport qu'on a au noir, c'est une forme de colonisation. On colonise des corps qui nous sont extérieurs, et coloniser, c'est-à-dire qu'on en prend possession d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Et c'est bien de cela qu'il est aujourd'hui question à travers l'altérisation des populations subsahariennes et la population, je dirais, du continent africain, et pas simplement par l'Europe. On a affaire à un racisme structurel comme l'antisémitisme, le racisme anti-noir,
est un racisme qui est global, ou je dirais un racisme mondial. Merci, excusez-moi d'avoir été plus long que prévu.